Bonjour à tous. On se retrouve pour un nouveau webinaire. Il y en a peut-être parmi vous qui ont l'habitude. Donc, je suis Olivier Dessima, je suis professeur de droit privé et de sciences criminelles et j'ai le plaisir de diriger un des deux départements de recherche qui est impliqué dans l'organisation du webinaire de ce soir intitulé Inflation. On connaît la chanson. Donc, l'idée, j'ai un gros écho. Je ne sais pas comment ça se fait. Voilà. Donc, l'idée, comme les webinaires qu'on a pu organiser par le passé, c'est d'avoir un regard pluridisciplinaire, ouvert euh, et, actuel sur des questions de société et essentiellement des questions de société qui sont d'actualité. Et l'inflation est bien sûr au cœur des préoccupations françaises et mondiales en ce moment. Avec cette préoccupation qui est la nôtre au département de recherche, d'avoir une diffusion la plus grande et de dialoguer entre ce qu'on appelle parfois le grand public, entre guillemets, enfin de provoquer un dialogue entre ce qu'on appelle parfois le grand public et le monde académique. Un petit mot très rapide pour rappeler que les départements de recherche sont des structures de l'Université de Bordeaux qui regroupent l'ensemble de la communauté de recherche. Il y en a deux qui sont impliqués ce soir. Il y a le département Changes avec un chercheur du centre Émile Durkheim. Et puis, il y a également donc, le département droit et transformation sociale qui regroupe 8 unités de recherche, à peu près 550 personnes. Et nous avons deux chercheurs de l'ILD qui sont présents ce soir et qui vont se présenter, bien sûr. J'en profite pour dire un grand merci à Clémence Boineau, à Roman Garcia pour l'organisation de ce nouvel événement et pour remercier bien sûr nos trois panélistes qui, j'en suis certain, vont porter un regard éclairant sur la situation actuelle. Malheureusement, je ne pourrai pas rester parmi vous, mais le sujet me laisse penser qu'il aurait peut-être été utile que je libère mon agenda ce soir, mais malheureusement, je n'ai pas pu. Donc, je vous accompagnerai par la pensée. Je vous souhaite à tous et à toutes d'agréables échanges. Merci. Alors, merci Olivier. Je suis Romane Gracia, je vais représenter le département Changes avec Edwin pour ce webinaire. Pour ce qui est du département Changes, c'est le voisin du département DETS. Nous sommes une structure qui réunit 11 laboratoires de recherche avec des disciplines scientifiques très variées et complémentaires comme la sociologie, les sciences politiques, le droit, l'urbanisme, l'économie, l'anthropologie, la philosophie et bien d'autres. Et aujourd'hui, avec le département DETS, nous souhaitons partager avec vous une réflexion sur un sujet d'actualité, l'inflation économique. Et afin de vous permettre de réagir sur ce sujet, nous vous invitons à poser vos questions. Vous avez un onglet dédié à cela, l'onglet questions et réponses Q et R en bas de votre barre. Et vous pouvez aussi écrire vos remarques et apporter des informations si vous en avez. Donc, n'hésitez pas à réagir. Nous répondrons à toutes vos questions à la fin du webinaire. Donc, l'inflation, c'est certainement quelque chose dont vous avez entendu parler. C'est une notion peut-être un petit peu anxiogène. On parle d'inflation lorsque les prix des biens et des services augmentent globalement, pas uniquement le prix de quelques biens ou de quelques services. Non, là, on est vraiment sur du général. C'est un phénomène économique donc qui touche tout le monde, que ce soit les ménages, les entreprises ou les services publics. Tout le monde, certes, mais pas de la même manière et à différentes échelles. Et je vous propose, pour commencer ce webinaire, de se focaliser sur les services publics et notamment sur l'État et sa gestion de l'inflation. Et pour ça, je vais passer la parole à Quentin Guyard, qui est doctorant en droit public à l'Institut Léon Duguy. Quentin, je vous laisse la parole.
Merci. Vous m'entendez? C'est bon? OK, super. Alors, dans le cadre de ce webinaire donc qui va porter sur l'inflation, il m'a paru intéressant de mettre en avant le rôle du droit à travers un exemple qui est susceptible de parler à tous. Il s'agit plus précisément de l'envolée des prix de l'énergie et en particulier de l'électricité. Alors, d'un point de vue général, le droit constitue un outil qui permet d'une part d'empêcher ou de limiter les effets de l'inflation et d'autre part, lorsque cela est impossible, de prévoir comment lui faire face. En outre, précisons que cette notion d'inflation, elle est en définitive assez peu définie en droit. Et d'ailleurs, l'exemple de l'électricité le montre bien. Pourquoi? Parce qu'on parle davantage d'un objectif de lutte contre l'instabilité des prix, dont l'idée est de protéger le consommateur contre une hausse brutale et rapide des prix qui correspond peu ou prou à cette notion d'inflation. Alors, justement, l'étude de cette crise des marchés de l'électricité, eh bien, elle met en avant une situation assez intéressante d'un point de vue juridique. D'un côté, vous avez le droit qui a été mobilisé pour faire en sorte que les consommateurs, et en particulier les plus vulnérables, ne soient pas affectés par cette hausse importante des prix. À ce sujet, on relèvera la capacité d'adaptation du droit, puisque les outils qui existaient antérieurement à la crise eh bien, n'ont pas été suffisants pour empêcher sa survenance. En conséquence de quoi, les pouvoirs publics ont dû mettre en place des outils complémentaires et discutent même à l'heure actuelle d'une possible réforme générale du marché de l'électricité et de l'énergie. Mais de l'autre côté, il apparaît en définitive que cette protection accordée aux consommateurs, eh bien, elle n'est pas sans présenter des ambiguïtés, dans la mesure où, on le verra, elle ne les protège peut-être pas tant que ça. Avant tout ça, revenons succinctement sur cette crise. Pour en comprendre les causes, il faut s'intéresser un instant au mécanisme de formation des prix de l'électricité. Une partie du prix de votre facture d'électricité, eh bien, elle est liée au coût supporté pour produire cette électricité. Or, ces coûts de production suivent ce qu'on va appeler un ordre de mérite. En d'autres termes, plus la demande en électricité va augmenter, plus les centrales appelées pour répondre à cette demande eh bien, sont coûteuses. Dans l'ordre croissant, donc dans l'ordre de la moins à la plus coûteuse, vous avez successivement les énergies renouvelables, hydroélectricité, éolienne, etc., le nucléaire, puis viennent les centrales à gaz, au fioul et au charbon. Vous l'aurez donc compris, lorsqu'il y a une demande importante, nous sommes contraints de mobiliser des centrales polluantes. Or, ce qui est intéressant, c'est que le coût de production de ces centrales, eh bien, il est directement lié à celui des produits qui sont nécessaires pour les faire fonctionner, à savoir respectivement le gaz, le fioul et le charbon. À partir d'octobre 2021, les coûts de ces produits, que l'Europe doit, je le rappelle, importer en grande partie, ont commencé à augmenter. Avec la guerre en Ukraine, survenue en février 2022, eh bien, ces coûts ont encore plus augmenté puisqu'une grande partie de notre gaz qui provenait de Russie eh bien, a été coupée. À cela s'est rajoutée une indisponibilité très importante des centrales nucléaires. En résumé, les prix ont augmenté et ce, malgré la présence de plusieurs outils juridiques pourtant prévus pour empêcher ce genre de situation de se produire. Le droit a donc dû s'adapter pour combler l'incapacité de ces outils à surmonter cette inflation et c'est ce que je vous propose de voir dans une première partie. Je diviserai mon propos en deux temps. Tout d'abord, il conviendra de voir qu'avant même cette crise de l'énergie que nous traversons, eh bien, il existait donc des outils juridiques censés protéger le consommateur de la volatilité des prix de l'électricité et donc d'une éventuelle inflation. Après tout, ce n'est pas la première fois que le marché de l'électricité est confronté à un phénomène d'inflation. Aujourd'hui, les médias le répètent sans cesse. Dans les années 70, oui, les chocs pétroliers ont en effet entraîné une forte hausse des prix de l'énergie et en particulier de l'électricité. Le droit, vous vous en doutez, en a naturellement tiré des enseignements. De sorte qu'en ce qui concerne l'électricité, on pourrait dire que oui, le droit connaissait la chanson. Alors, ces outils sont au nombre de trois. Le premier outil juridique qui permet de protéger directement les consommateurs les plus vulnérables contre une éventuelle hausse des prix, eh bien, c'est le chèque énergie. Qu'est-ce que c'est que ce chèque? Eh bien, il s'agit tout simplement d'un dispositif de soutien financier d'une valeur maximale de 100 euros qui est accordé aux consommateurs les plus précaires. Alors, ce dispositif, il permet de limiter les effets d'une éventuelle hausse des prix, d'une éventuelle inflation, mais que se passe-t-il si cette hausse finalement est trop importante et que ce chèque de 100 euros n'est pas suffisant? Eh bien, je dirais que c'est là qu'intervient le deuxième outil juridique. Il s'agit du tarif réglementé de vente d'électricité, dit aussi TRVE. Alors, ce tarif, principalement commercialisé par EDF, il est fixé par l'administration. Donc, il est fixé en dehors de tout mécanisme de marché. Par conséquent, il est pensé pour échapper à une éventuelle inflation et pour assurer une sorte de plafond de prix, de sorte que les prix
commercialisé par tout fournisseur ne peut pas aller au-delà en principe de ce tarif. Et d'ailleurs, en 2018, le Conseil d'État, qui constitue la plus haute juridiction administrative française, a précisé que le maintien de ce tarif était justifié parce qu'il poursuit un objectif de stabilité des prix. Alors, petite digression sur ce sujet, euh, il faut bien voir que le maintien de ce tarif interroge d'un point de vue juridique. Pourquoi? Eh bien, d'un côté, vous avez un marché que l'on souhaite ouvrir à la concurrence, ce qui implique qu'à terme, les prix doivent être formés librement par le seul jeu de la concurrence, de l'offre et de la demande. Et pourtant, de l'autre côté, vous avez le maintien d'un tarif qui est fixé par des personnes publiques en dehors du jeu du marché. La coexistence d'un marché ouvert à la concurrence et de ce tarif paraît donc antinomique. C'est justement la question du maintien juridique de ce tarif qui a été posée au juge en 2018. Et le juge y a répondu de la façon suivante. Il a dit oui, ce tarif est juridiquement justifié parce qu'il permet en gros de protéger les consommateurs contre une éventuelle inflation. Enfin, le dernier outil juridique prévu pour protéger les consommateurs contre l'inflation des prix de l'électricité, eh bien, c'est le dispositif dit de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, connu comme l'AREN, l'ARENH. La protection conférée par ce mécanisme, il faut toutefois noter qu'elle est un peu plus indirecte que les deux autres. J'explique assez grossièrement. EDF est la seule entreprise qui exploite, entretient toutes les centrales nucléaires en France. Or, jusqu'en 2010, elle était la seule à pouvoir profiter de l'électricité qui était produite par ces centrales. Et j'insiste sur le terme profiter. Pourquoi? Parce que les coûts de production de cette électricité est moins cher que les autres. Et ça permettait à EDF de répercuter directement cet avantage sur ses clients qui, du même coup, payaient leur électricité à moindre coût. De l'autre côté, vous aviez les concurrents d'EDF qui n'avaient pas accès à cette électricité nucléaire et qui devaient donc s'approvisionner en électricité sur les marchés. Des marchés où les prix sont justement susceptibles d'augmenter de manière importante à cause des possibles inflations. Par ricochet, les consommateurs de ces fournisseurs alternatifs pouvaient supporter une éventuelle hausse des prix et donc une éventuelle inflation. En 2010, a été mis en place ce mécanisme de l'AREN qui a permis donc aux concurrents d'EDF de bénéficier de 100 TWh d'électricité nucléaire pour un prix fixé à l'avance et donc en dehors des marchés. Ces concurrents d'EDF ont donc eu la possibilité d'acheter de l'électricité sur les marchés où les prix sont moins volatiles, ce qui a permis à leurs clients, et plus seulement à ceux d'EDF, d'être moins exposés à une possible inflation. Tout ceci montre qu'il existait déjà des outils juridiques qui permettaient d'empêcher, en théorie, une hausse des prix. En théorie, mais pas en pratique, on le voit actuellement. Ces outils ont été insuffisants. Il a donc été nécessaire de prévoir des outils complémentaires. Alors, la première mesure qui a été prise par le gouvernement, c'est le fameux gel de la hausse du TRVE, qui fait partie de ce package, ce bouclier tarifaire mis en place. Assez simplement, en janvier 2022, la méthode qui permet de fixer ce tarif, en fait, elle n'aurait pas permis d'éviter sa hausse, puisque il aurait dû augmenter de 45%, et ceci avant même que le conflit russo-ukrainien n'apparaisse, ce qui laisse sous-entendre qu'après, il aurait dû augmenter encore plus. Pour éviter une hausse supérieure même à 45%, le gouvernement a décidé de geler la hausse de ce tarif à seulement 4%. Première mesure. La seconde mesure a consisté à réduire les taxes sur les produits énergétiques. Alors, très schématiquement, pour que vous compreniez, le prix de l'électricité que vous réglez est composé de 3 blocs à peu près égaux. Le premier bloc correspond à la partie approvisionnement, c'est le prix nécessaire pour produire l'électricité. Le deuxième bloc, c'est le bloc dit acheminement. Une fois que l'électricité est produite, vous devez l'injecter sur les réseaux pour qu'elle arrive jusqu'à chez vous. Ces réseaux ont des coûts de gestion, de développement, etc. Et c'est cette partie acheminement. La dernière partie, c'est la partie dite taxes et impositions. L'électricité est un produit très taxé et c'est pour ça que ça compose à peu près un tiers de votre facture. Or, cette crise, vous l'aurez bien compris, elle est liée à une augmentation brutale de la partie approvisionnement. L'idée du gouvernement a donc été la suivante. Elle a été finalement de contrebalancer la hausse de la partie approvisionnement en assurant une baisse de la partie taxes et impositions qui ont été réduites à 1 ou 2%. Enfin, la troisième mesure adoptée par le gouvernement a consisté à revaloriser le chèque énergie touché par plusieurs millions de consommateurs à hauteur à peu près de 100 euros. Alors dans le même temps, vous avez un autre dispositif d'aide qui a été mis en place, c'est l'indemnité inflation. Mais ce dispositif n'est pas propre à l'énergie. Il permet aux consommateurs de faire face à la hausse généralisée des prix, pas seulement de l'énergie, de l'électricité, mais tous les prix. Donc il est plus général.
Quoi qu'il en soit, tous ces éléments finalement mettent en évidence que le droit, oui, était bien présent pour éviter cette inflation, mais qu'il était insuffisant et qu'il a donc dû s'adapter. Pour autant, ces dispositifs complémentaires, eh bien, ils sont temporaires, de sorte qu'une réforme en profondeur du marché de l'électricité est aujourd'hui attendue, tant au niveau européen que national, ainsi, pour que de tels événements ne se reproduisent plus. Quoi qu'il en soit, il est possible de déduire de tous les éléments qui viennent d'être évoqués qu'il était a priori justifié de protéger les consommateurs contre cette hausse des prix. Pourtant, il existe des raisons juridiques permettant de relativiser ce bien fondé, et c'est ce que je vous propose de voir dans une seconde partie. Alors, pour, pour comprendre quelles sont ces raisons, il faut rappeler un élément relatif au phénomène d'inflation. L'inflation est souvent perçue comme le résultat d'une activité de spéculation, laissant supposer que économiquement elle n'est pas fondée. Alors il y a peut-être du vrai dans cette vision, je ne suis pas économiste, je laisserai l'économiste prendre la main sur ce sujet, mais il faut, à mon avis, tempérer cette idée. Pourquoi? Parce que le prix a une fonction très importante et qui est celle d'envoyer un signal. On parle d'ailleurs de signal prix. Ce signal doit refléter à un instant T l'équilibre existant entre l'offre et la demande. Et c'est d'ailleurs pour ça que le droit veille à ce que la formation des prix ne soit pas affectée par des pratiques spéculatives. Par conséquent, un prix important peut signifier qu'un produit est faiblement disponible malgré une importante demande. Et c'est justement le cas de l'électricité lors de cette crise. Si le prix de l'électricité a augmenté de manière si importante, eh bien c'est en partie lié au fait que le prix du gaz, dont dépend celui de l'électricité, a augmenté de manière considérable. Et la cause, elle est double. Une réduction importante de l'offre, mais qui est liée à une double raison, qui est premièrement la guerre en Ukraine, qui a conduit à une baisse importante des stocks de gaz qui nous sont livrés. Et la deuxième, c'est la faible disponibilité des centrales nucléaires et de l'électricité qui est produite par ces centrales. Dit plus simplement, si l'électricité coûte plus cher, eh bien c'est parce qu'elle est plus rare. Il faut donc se poser la question. Si l'objectif est de s'assurer que le consommateur conserve un accès à ce produit dans une période où ce produit est plus rare, est-il justifié de le protéger en évitant de lui faire supporter la hausse du prix de ce produit? Alors, j'explique. Dans le cadre de cette baisse de l'offre disponible, la principale mesure à adopter finalement devrait consister à réduire le volume de la demande pour assurer une sorte d'équilibre entre les deux. Et d'ailleurs, vous avez sans doute tous entendu parler du plan sobriété lancé par le gouvernement ainsi que de la liste des gestes simples à adopter pour la sobriété énergétique. Alors ces dispositifs sont nécessaires, hein, mais il faut s'interroger sur leur suffisance. Si on veut vraiment sécuriser notre approvisionnement et éviter que les consommateurs ne subissent des coupures, le meilleur moyen n'est-il pas de leur faire supporter, dans une certaine mesure, le poids réel de leur consommation? Aujourd'hui, l'électricité coûte cher et le cacher avec, en particulier, c'est la principale mesure qui est concernée par mon propos, mais avec le gel des tarifs susvisés, eh bien, c'est peut-être pas le meilleur moyen pour s'assurer que nous ayons vraiment un accès sécurisé à ce produit. Après tout, je prendrai l'exemple de nos voisins allemands et anglais. Ces derniers ont pendant un moment fait le choix de faire supporter à leurs consommateurs le prix réel de l'électricité. Par ailleurs, il faut bien se rendre compte que ces dispositifs de soutien, il va bien falloir les financer. Les consommateurs français vont très certainement, et c'est même certain, devoir verser pendant plusieurs années une contribution qui permettra de rembourser les frais qui ont été engagés par l'État pour les protéger. Enfin, je terminerai en soulignant une chose. Il faut bien prendre conscience que cette protection, elle est à contre-courant des exigences portées par la transition énergétique. Alors, je reviens rapidement sur cette transition. L'idée derrière celle-ci, c'est de passer d'un système carboné à un système décarboné et plus sobre en consommation. Alors, le droit prend naturellement en compte cette ambition et la traduit par des objectifs. Et le premier de ces objectifs, c'est précisément de maîtriser la demande d'énergie. Et pour que cet objectif soit satisfait, eh bien, il est nécessaire que le consommateur réduise et modifie sa consommation lorsque celle-ci est le plus nécessaire. Dans une certaine mesure, la transition énergétique entend donc responsabiliser le consommateur et en faire un acteur. Et pour cela, le recours à des signaux de prix est de plus en plus utilisé. D'ailleurs, si certains d'entre vous ont choisi une offre de fourniture heure pleine, heure creuse, voire une offre tempo, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, eh bien, ces offres adressent justement des signaux de prix aux consommateurs qui ont pour objectif de leur indiquer des moments où consommer est plus coûteux et donc plus risqué pour le système électrique. Pourquoi? Justement pour les inciter à décaler ou effacer leur consommation. Or, ces offres
faut bien voir qu'elles ont vocation à être généralisées. C'est la Commission de régulation de l'énergie, c'est l'autorité administrative chargée d'assurer le bon fonctionnement de ces marchés qui le dit. En d'autres termes, si on veut réussir la transition énergétique, il faut s'assurer que les consommateurs maîtrisent leur consommation en étant attentifs et réactifs à ces signaux de prix. Et dans ce cadre-là, cette crise que nous vivons, elle aurait finalement pu constituer un bon moyen pour faire prendre conscience aux consommateurs de cette exigence et on aurait pu commencer à les sensibiliser à ces signaux de prix. Alors, je conclurai en précisant une chose, attention, je ne suis pas en train de dire que l'État n'aurait pas dû intervenir pour protéger les consommateurs de cette hausse des prix, bien au contraire. Évidemment, il était nécessaire de protéger les consommateurs et en particulier les plus précaires. Mon propos a simplement pour objectif de montrer les questions juridiques qui peuvent se poser quant à la pertinence de ce soutien public. Et je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, Quentin. Je rappelle au public qu'il est possible de poser vos questions ou d'écrire vos remarques dans l'onglet Q&R, questions-réponses. Alors, on va rester dans le domaine de l'intervention de l'État, puisque je vais passer tout de suite la parole à Matteo Bartolucci, maître de conférence en droit public à l'Institut Léon Dubuis, qui va nous parler, plutôt nous montrer que l'inflation économique a des conséquences sur la loi et quelles sont-elles. Matteo, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Romane. Je suis ravi d'être avec vous ce soir et je commencerai en remerciant Clémence Boineau et puis Romane Gracia également, qui ont œuvré et qui ont bien œuvré à l'organisation de cet événement. Je vais donc vous dire quelques mots à propos de l'inflation économique, avec moi aussi une casquette de juriste. Cela, j'en conviens, peut paraître inhabituel ou paradoxal, et il est vrai que les juristes parlent en général assez peu de l'inflation, qui n'est pas un concept qui relève directement de leur champ disciplinaire. Quand les juristes parlent d'inflation, ils le font en fait, et en général à propos de l'inflation normative, c'est-à-dire pour dénoncer l'accroissement des lois et des règlements dans le pays. Pourtant, l'inflation économique, et notamment lorsqu'elle est brutale, et c'est le cas aujourd'hui, elle intéresse elle aussi le monde juridique. C'est ce dont je voudrais vous convaincre aujourd'hui. Les particuliers sont évidemment touchés par l'inflation, leur pouvoir d'achat baisse, ainsi que la valeur de leur épargne, et l'État peut difficilement y rester insensible. De la même manière, l'inflation touche aussi les personnes publiques, l'État, les collectivités, les établissements, et c'est plus rarement souligné, mais ces personnes publiques, à cause de l'inflation, peuvent plus difficilement assurer leurs différentes missions. Pour le dire autrement, les conséquences de l'inflation dépassent largement la sphère économique. Elles affectent les orientations autant que les conditions de l'action publique. C'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant en dressant un panorama de l'essentiel des réactions de l'État face à l'inflation. Finalement, mon propos sera beaucoup plus général que celui de Quentin et résumera comment l'inflation a été prise en compte par le droit et par l'État. Deux grandes directions peuvent être dégagées. D'une part, l'État doit adapter son action publique pour maîtriser les conséquences de l'inflation. D'autre part, l'État va devoir maintenir un certain niveau d'action publique, alors même que l'inflation vient augmenter ses coûts. En somme, on attend de l'État qu'il protège face à l'inflation, et ce sera une première partie, et on attend de l'État qu'il fonctionne également malgré l'inflation, ce qui sera l'objet d'une seconde partie. D'abord, l'idée de protection par l'État. Pour éviter que les conséquences de l'inflation ne soient trop brutales, l'État a décidé de multiplier les aides, ce qui naturellement pose la question du financement de ces aides. S'agissant des aides qui ont été distribuées, ce sont des aides qui visent à la fois les citoyens, les entreprises, les collectivités ou même les agents publics. Ces aides s'inscrivent dans le modèle d'un État protecteur qui intervient pour lutter contre les effets indésirables du marché. L'intervention est une intervention directe de l'État qui passe par du droit dur, et deux lois contiennent aujourd'hui l'essentiel du dispositif normatif mis en place, la loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et la loi de finances rectificative qui ont toutes les deux été promulguées le 16 août 2022. Sans être exhaustif, il est possible de lister quelques-unes de ces aides. Il y a, on en a parlé, l'indemnité inflation
pour les travailleurs en général. C'est une indemnité exceptionnelle et temporaire de 100 € attribuée sous condition de ressources. La prime est versée par l'employeur, mais elle sera compensée par l'État. Pour les agents publics, il y a l'augmentation du point d'indice. L'augmentation a été fixée à 3,5% pour les agents, ce qui est une mesure assez significative, car il y avait longtemps, très longtemps, les fonctionnaires le savent bien, que le point d'indice avait été gelé. Du côté des locataires, il y a eu la mise en place d'un bouclier loyer, ce qui correspond à l'instauration d'un plafond à l'augmentation des loyers de, là encore, 3,5% par an. Les propriétaires qui mettent en location un bien pourront augmenter le loyer afin de suivre l'inflation, mais ils ne pourront pas aller au-delà de ce pourcentage de 3,5%. Du côté des entreprises, il devrait aussi y avoir la suppression de la CVAE, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, suite à l'utilisation par le gouvernement de l'article 49, alinéa 3. Donc c'est un impôt qui sera supprimé et la suppression serait progressive et aurait lieu sur 2 ans. On trouve enfin d'autres mesures sur lesquelles je serai plus bref, le triplement de la prime Macron, désormais appelée prime de partage de la valeur, la revalorisation des prestations sociales, les retraites, les APL et les minima sociaux, et puis évidemment le bouclier tarifaire sur l'énergie, dont on a parlé juste avant, et la remise carburant directement à la pompe. En définitive, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que l'inflation joue comme un motif d'intervention de l'État. C'est une justification qui le conduit à intervenir et à légiférer pour amortir les effets indésirables de l'inflation. Mais toutes ces dépenses, vous vous en doutez, ne sont pas neutres. Il faut les financer. Et depuis un certain nombre d'années, surtout après la crise du Covid-19 et la politique du quoi qu'il en coûte, l'État français est déjà lourdement endetté. Pour rappel, la dette française tourne actuellement autour de 114% du PIB. Plusieurs partis politiques ont alors milité pour une taxe sur les superprofits. Cette proposition a initialement pu prendre la forme d'un référendum d'initiative partagée, un RIP. La procédure de référendum d'initiative partagée est une procédure qui existe depuis longtemps, depuis la révision constitutionnelle de 2008, mais néanmoins, ces conditions sont très strictes. Pour que le référendum soit proposé aux électeurs, il faut réunir la signature d'un 5e des parlementaires, ce qui est pas mal, et surtout la signature d'un 10e du corps électoral, environ 4,7 millions de signatures, ce qui est proprement énorme. Ces seuils sont presque illusoires, et il y avait pour cette raison peu de chances que la procédure aille jusqu'au bout. De toute façon, le Conseil constitutionnel a prématurément mis un terme à la procédure sur un autre motif. Dans une décision du 25 octobre 2022, les juges constitutionnels ont estimé que la proposition de loi ne portait pas au sens de l'article 11 de la Constitution sur une réforme relative à la politique économique de la nation, dès lors qu'elle aurait, et ce sont les mots des juges constitutionnels, pour seul effet d'abonder le budget de l'État. En droit français, il faut le savoir, un référendum ne peut concerner que certains objets définis par la Constitution, et la présente proposition de loi a été regardée par les juges comme étant hors champ. Par ailleurs, une idée semblable de taxe sur les superprofits avait été défendue directement à l'Assemblée nationale et un amendement avait été adopté à l'initiative du MoDem. Cependant, le gouvernement a encore fait usage de l'article 49.3 de la Constitution et l'amendement n'a pas été retenu dans le texte final. Rejeté, pour l'instant au niveau national, la perspective d'une taxe sur les superprofits a toutefois été évoquée au niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau de l'Union européenne. Il y a eu un accord le 30 septembre 2022 entre les différents ministres de l'énergie et 2 mesures en particulier retiennent l'attention. Premièrement, les bénéfices générés par les producteurs d'électricité ont été plafonnés à 180 € le mégawatt-heure. Deuxièmement, les bénéfices générés par les compagnies pétrolières sur leurs activités européennes feront elles aussi l'objet d'une taxe particulière. Ces mesures auront un caractère temporaire et exceptionnel. Au-delà des mesures qui ont été prises pour lutter contre l'inflation touche aussi l'État lui-même. On arrive là sur l'idée de fonctionnement de l'État malgré l'inflation. L'inflation, il faut donc en avoir conscience, crée un risque de discontinuité de l'action publique, même si l'État, pour surmonter ce risque, peut s'appuyer sur un certain nombre
de mécanismes juridiques. S'agissant du risque de discontinuité, l'inflation fait craindre une réduction de l'offre en matière de services publics. En raison de coûts qui deviennent trop élevés à payer, les services publics les plus fragiles pourraient connaître des interruptions, voire un fonctionnement dégradé. Plusieurs exemples ont marqué l'actualité, qu'il s'agisse de services publics assurés par une personne privée ou de services publics gérés directement par une personne publique. Dans la première hypothèse, pour un service public géré par une personne privée, il y a l'exemple intéressant des nombreuses piscines qui ont dû fermer à la suite des hausses des coûts de l'énergie. Un certain nombre de concessionnaires ont suspendu de manière unilatérale leur contrat, l'accueil du public a été interrompu et les personnels ont été placés en chômage technique. D'autres piscines n'ont pas complètement fermé, mais ont renoncé à chauffer l'eau. D'où l'exigence un peu improbable d'une combinaison obligatoire pour accéder au bassin. La perspective de demander un certificat médical d'absence de contre-indication à la pratique de la natation en eau froide aurait même été envisagée selon plusieurs médias. Autre hypothèse, pour un service public, cette fois assuré par une personne publique, l'illustration la plus intéressante est donnée par l'Université de Strasbourg, qui a validé une fermeture d'une semaine supplémentaire cet hiver, en plus des vacances habituelles, pour faire face à l'envolée des prix de l'énergie. L'université parle d'une trêve pédagogique et justifie sa mesure en affirmant que chaque jour de chauffe coûte environ 120 000 euros. Concrètement, l'essentiel des bâtiments de l'université seront fermés, que ce soit les unités de recherche ou les amphithéâtres. Personnels comme étudiants seront donc possiblement affectés, les premiers devant télétravailler et les seconds probablement suivre les cours en visioconférence. Au passage, cette situation pourrait s'étendre à d'autres universités que celle de Strasbourg, et cela va à l'encontre de déclarations de certains dirigeants qui avaient certifié qu'il n'y aurait pas de fermeture. Tout semble finalement histoire de communication, une trêve, un report de l'ouverture ou un prolongement des vacances. Sont-ils vraiment une fermeture? Chacun pourra en juger. En tout cas, ces deux exemples montrent que l'inflation est susceptible de bousculer la continuité du service public. Avec la mutabilité et l'égalité, la continuité est l'un des trois principes qui animent le régime juridique des services publics, que l'on appelle aussi les lois de Rolin. Ce principe de continuité est même le principe le plus important, parce que faute de continuité, il n'y a pas ou il n'y a plus de service public. Ainsi, et pour maintenir malgré tout la continuité des services publics, de l'action publique en général, le droit français connaît un certain nombre de mécanismes. Avec l'inflation actuelle, ces mécanismes reviennent sur le devant de la scène. Ils permettent à la personne publique de s'assurer que les missions d'intérêt général soient correctement réalisées. Dans la première hypothèse, c'est-à-dire l'hypothèse d'un service public confié par contrat à un délégataire privé, la situation est assez simple. L'inflation entraîne des surcoûts pour le prestataire du fait de l'augmentation brutale des prix de l'énergie ou des matières premières, et il faut donc maintenir la relation contractuelle, éviter que la mission de service public en souffre et soit finalement abandonnée. En premier lieu, il est possible pour les co-contractants d'introduire dans les contrats des clauses de révision des prix. Mais ces clauses ne suffisent pas forcément à régler le problème et surtout, tous les contrats ne prévoient pas ce genre de clauses. En second lieu, l'administration et son partenaire peuvent aussi recourir à une modification du contrat par avenant. Si ce genre de modification est en principe possible, elle reste néanmoins très encadrée. Pour ne pas fausser ou ne pas contourner les procédures de concurrence qui sont imposées par le droit de l'Union européenne, la modification est soumise à des conditions strictes. En troisième et dernier lieu, si la personne publique n'accepte pas la modification du contrat, la personne privée peut toujours réclamer l'application de la théorie de l'imprévision. C'est une vieille théorie qui a été consacrée en 1916 par le juge administratif suite à la guerre et à l'époque à l'augmentation imprévisible du prix du gaz. Devant le juge, cette théorie dit que l'entreprise privée a droit, pour l'aider à poursuivre l'exécution du contrat qu'elle est tenue d'assurer, à une indemnisation partielle. En quelque sorte, les deux co-contractants doivent partager les coûts imprévisibles. Quoi qu'il en soit, et pour s'assurer que la personne privée
exécute correctement sa mission, la personne publique possède à sa disposition des sanctions contractuelles qui existent même dans le silence du contrat. S'il y a une volonté de la part de la personne publique, celle-ci peut notamment infliger des sanctions financières, des pénalités ou même des sanctions dites coercitives à l'entreprise privée. Dans notre dernière hypothèse, dans l'hypothèse donc d'un service public géré en régie cette fois, c'est-à-dire par la personne publique elle-même, le droit prévoit moins de solutions. Sans doute a-t-on toujours considéré que la personne publique était par nature encline à exercer correctement ses missions de service public, dès lors qu'elle ne recherche pas le profit, a priori au contraire d'un prestataire privé. Pourtant, avec l'inflation, la situation montre que des difficultés peuvent là aussi apparaître, et l'on pense notamment à l'hypothèse des fermetures d'universités. Il reste alors la possibilité de faire un recours devant le juge en tant qu'usager et d'invoquer la continuité du service public. Cependant, au contentieux, la portée de ce principe de continuité reste relativement mesurée. Le juge administratif exige que l'usager ait un accès normal au service, mais il prend concomitamment en compte les aléas qui peuvent s'imposer aux autorités gestionnaires. Ainsi, en cas d'un recours juridique contre la fermeture ou le fonctionnement dégradé d'un service public pour cause d'inflation, il n'est vraiment pas sûr que le juge tranche en faveur des usagers. La question, néanmoins, serait intéressante. Merci pour votre écoute. Je vous remercie, Mathéo. Et je vais passer tout de suite la parole à Edwin Lehéron, qui est professeur de sciences économiques au Centre Émile Durkheim et à Sciences Po Bordeaux. Edwin, vous allez nous parler de la différence entre l'inflation ressentie et l'inflation objective, et surtout de la notion de justice sociale et inflation. Je vous laisse la parole. Merci. Merci de me donner la parole. Et très heureux d'intervenir ce soir. Donc, évidemment, un point de vue d'un économiste, je remplacerai un peu également Marc-Alexandre Sénégas, donc, qui devait intervenir aussi. Donc, j'ai pris un petit peu son domaine d'action. Je resterai du coup assez général, puisque l'idée est de parler maximum 15 minutes. Donc, je commencerai dans un premier temps à définir l'inflation. Un deuxième temps, un peu les origines, d'où elle vient, et peut-être différencier l'inflation d'aujourd'hui avec la période célèbre d'inflation des années 70-80. Ensuite, donc oui, on parlera des implications en termes d'inégalité, et puis on pourra donner aussi quelques généralités peut-être sur l'action, les politiques monétaires et que faire face à cette inflation. Alors déjà, comment on définit l'inflation chez les économistes? Comme une hausse auto-entretenue du niveau général des prix. Et quand on prend les prix, c'est généralement les prix à la consommation. Donc, dans l'inflation, il y a l'idée d'un processus auto-entretenu. Donc, on va distinguer ce qu'on appelle l'inflation de premier tour ou l'inflation de choc. Bon, par exemple, vous avez une hausse du prix du pétrole. Si le pétrole augmente d'un coup, on va avoir une hausse des prix. Cette inflation ne serait pas gênante en soi si c'était une inflation donc one shot, juste un coup, et puis les prix en tiennent compte, et puis après ça s'arrête. Ce qui est gênant dans l'inflation, et c'est comme ça que les économistes le définissent, c'est que généralement l'inflation est un phénomène auto-entretenu qui génère un certain nombre de dynamiques qui s'auto-entretiennent et qui donc fait que l'inflation est un phénomène durable. Et donc l'inflation est bien quelque chose qui va être gênant parce que durable. Typiquement, la hausse du prix du pétrole ne va pas s'arrêter en général au premier choc. Il va y avoir ce qu'on appelle une inflation de second tour, puisque tout le monde utilise du pétrole, de l'énergie, les transports, pour faire de la chimie, pour faire énormément de choses. Donc finalement, petit à petit, cette hausse va contaminer l'ensemble des coûts de production et cette inflation va diffuser. Et l'inflation se diffusant, bien, les gens vont essayer de se protéger contre l'inflation en demandant soit des hausses de salaire, soit des indexations des salaires au prix, soit les entrepreneurs vont augmenter leur prix pour maintenir leur marge, pour pas que les coûts de production réduisent leur marge. Et là, on a bien une inflation de second tour.
Donc, c'est bien cela qui est gênant chez les économistes, c'est vraiment l'idée que l'inflation est un phénomène auto-entretenu. Et ensuite, on dit du niveau général des prix, on essaye de tenir compte de tous les prix, mais pour être précis, des prix à la consommation. Voilà, on ne va pas, par exemple, prendre le prix de l'immobilier. Alors, certains économistes pensent qu'il faudrait le faire. On va prendre les loyers, parce que ça, c'est bien une consommation de logement, mais pas directement les prix immobiliers. Il n'y a bien sûr pas non plus les prix des actifs financiers. Les actifs financiers, c'est considéré comme de l'épargne, du capital. Donc, quand la bourse monte, quand les actifs financiers montent, ce n'est pas de l'inflation, c'est une valorisation du capital. Donc, c'est bien les prix à la consommation que l'on mesure, c'est-à-dire le pouvoir d'achat des agents, des consommateurs. Et en Europe, on le mesure par l'IHPC, l'indice donc harmonisé des prix à la consommation. Pourquoi harmonisé? Parce que nous partageons la monnaie avec 19 pays, 1er janvier même avec un 20e pays. Donc, on a tous l'euro. Et évidemment, on a quand même des structures nationales différentes. On ne consomme pas exactement la même chose. Les biens ne sont pas exactement les mêmes. Il y a des dynamiques de salaire qui ne sont pas les mêmes, et donc on va mesurer un indice harmonisé pour l'Europe, mais cette inflation, on le constate d'ailleurs aujourd'hui, peut être différente d'un pays à l'autre. Aujourd'hui, elle est nettement plus faible en France qu'en Allemagne, autour de 7% en France pour 10% en Allemagne, mais ça monte jusqu'à 22-24% dans les pays Lituanie, Estonie, les pays proches de la Russie. Donc, évidemment, l'indice d'inflation européen ne veut pas dire exactement que tous les pays, évidemment, en Europe ont le même. Voilà un peu pour la définition de l'inflation. Alors, ensuite, on a vécu une longue période que les économistes ont appelée de la grande modération. Ça, on n'a pas eu d'inflation, en gros, depuis le milieu des années 90 jusqu'à 2020. On avait même un danger inverse après la crise financière de 2008, c'était le risque de déflation, c'est-à-dire que les prix baissent. Et les prix baissent, c'est très gênant pour les économistes parce que quand les prix baissent, l'intérêt qu'on a en tant que consommateur, c'est de ne pas acheter, d'attendre, puisque comme les prix baissent, plus on attend, moins on achètera cher. Mais comme tout le monde attend d'investir, attend de consommer, l'économie s'arrête en attendant que les prix baissent, et plus l'économie s'arrête, plus les prix baissent. Et on rentre dans une dépression qui est très, très forte. Donc, ça a été plutôt le danger des années 2008, 2010, jusqu'à 2020 avec le Covid. Et donc, on avait oublié même cette question, cette chanson de l'inflation. Et là, on a bien un retour de cette vieille chanson des années 70-80, qui a été une période de relativement forte inflation en Europe, avec des taux autour de 15-17% dans les années 70, et puis qui s'est légèrement atténué dans les années 80. Alors, quelle est la différence entre l'inflation des années 70 et celle d'aujourd'hui? Elle est à la fois des origines, je dirais, communes, on va retrouver un petit peu les mêmes choses, mais ensuite, sa dynamique est tout à fait différente. On aura plutôt une inflation par la demande dans les années 70 et plutôt une inflation par l'offre aujourd'hui. Mais au départ, ça vient de la même chose, c'est-à-dire une hausse du prix de l'énergie. Et en 2020, l'inflation est vraiment venue d'une hausse du prix de l'énergie, pas uniquement, mais c'est ce qui a fortement accéléré. Et évidemment, la crise ukrainienne, l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, la guerre a évidemment déstabilisé entièrement le marché de l'énergie. On en parlera tout à l'heure, je parlerai un peu du prix de l'énergie, qui n'est pas vraiment un prix de l'offre et de la demande, et c'est en ce sens qu'un prix un petit peu particulier. Et donc, cette déstabilisation, évidemment, du prix de l'énergie se répercute dans le reste de l'économie. Alors ça, on a ça en 2020, on a eu ça, évidemment, en 1973, avec la première crise pétrolière, et puis en 1979, avec la deuxième crise pétrolière. Alors, les origines ne sont pas les mêmes. En 2020, c'est essentiellement un problème de géopolitique, de guerre. On avait un énorme producteur de pétrole et de gaz qui est la Russie pour l'Europe, et pas seulement pour l'Europe, pour le monde. Et ce producteur, évidemment, rentrant en guerre, on a des problèmes de coercition contre ce producteur, et donc ça crée évidemment
une chute très importante de l'offre, accentuée par le fait que des pays comme l'Iran sont en dehors aujourd'hui du marché, etc. Donc, ce n'est pas que la seule raison, mais ça le fait que renforcer. En 1973, c'était très différent. En fait, cette hausse du prix du pétrole était due à des problèmes monétaires et au système monétaire international. Il y a eu une crise du dollar en 1971 et 1973, la fameuse crise de Bretton Woods. On a perdu confiance dans le dollar. Or, le problème, c'est que toute l'énergie, le pétrole, le gaz, était payé en dollars. Donc, les pays producteurs de pétrole, à partir du moment où le dollar n'a plus été lié à l'or, à partir de 71, s'est mis à flotter. Il y a eu une baisse de la confiance dans cette monnaie, une baisse de la valeur même du dollar, et ça s'est traduit par une volonté de maintenir un certain prix réel de ces matières et donc une augmentation face à la perte de valeur du dollar. Et donc, c'était lié, je dirais, à cette crise du dollar. Et comme cette hausse a été extrêmement brutale, qu'elle a en plus entraîné des accords avec l'OPEP qui fait qu'ils se sont bien coordonnés entre eux, eh bien, évidemment, on a eu ensuite les deux mêmes phénomènes à l'époque qu'aujourd'hui, c'est que l'énergie est absolument essentielle pour produire de la richesse économique. Si vous prenez la courbe de croissance du PIB, du PIB, du produit intérieur brut mondial, et la courbe de l'énergie, elles sont absolument corrélées à 100%. La révolution numérique n'a strictement rien décorrélé depuis les années 2005 ou 2010. Et au contraire, aujourd'hui, le fait qu'on produise beaucoup plus en Chine ou en Inde qu'en Europe pour des problèmes de désindustrialisation en Europe, c'est-à-dire des pays qui finalement ont tendance à utiliser plus d'énergie pour produire que nous, où on était un peu plus productifs, c'est même plutôt en train de s'aggraver. Donc, évidemment, dès qu'on touche au prix de l'énergie, on touche à l'ensemble des prix, et donc c'est ce qui sépare. Alors, la différence entre ces deux crises, 70 et la nouvelle crise, c'est la dynamique. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 70 ? Crise du dollar entraîne crise du prix du pétrole, et comme à l'époque il y avait un rapport de force assez en faveur du travail, il y avait des clauses d'indexation des salaires au prix, quand les prix ont augmenté, les salaires ont augmenté. Et donc on a eu ce qu'on appelle une spirale prix-salaire. L'indexation des salaires au prix faisait que plus que les prix montaient, plus les salaires augmentaient, plus les salaires augmentaient, plus les prix augmentaient, et donc la dynamique est venue par là. Comme en plus les salaires augmentaient, la demande à l'époque était assez forte. On a eu en plus une forte dynamique de la demande qui renforçait, la demande étant supérieure à l'offre, à une sorte de dynamique donc inflationniste. Donc ça a été la période. Et finalement, la variable d'ajustement, c'est plutôt fait par la baisse des profits, donc des entreprises qui ont vu leurs marges fortement écrasées, et donc une montée de l'endettement et ensuite des crises de l'endettement dans les années 80. Dans les années 2020 et depuis 2022, évidemment, la dynamique est différente, puisqu'on sortait de la crise du Covid où on avait déstabilisé, je dirais, l'offre. C'est-à-dire qu'on a eu une très forte remontée de la demande en 2021, mais avec une déstabilisation de l'offre. Les circuits notamment d'échanges étaient aussi déstabilisés. On a vu le prix, par exemple, du conteneur passer de $1 000 à $15 000 pour un conteneur venant de Chine à l'Europe. Quand un conteneur passe de 1 000 à 15 000, ça se traduit par les prix. Et ça va bien au-delà du prix de l'énergie. Et donc, on a eu un petit blocage au niveau de l'offre qui a aussi touché beaucoup de produits agroalimentaires pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'Ukraine, mais par exemple de production faible en Argentine. Donc, tout ce qui était produit agroalimentaire a été touché, a été rare. Une partie de la chaîne de production avait été déstabilisée parce qu'on produit beaucoup en Chine, et avec le Covid, les Chinois ne produisaient plus ou ne produisent plus autant qu'avant. On y rajoute un problème de coût de l'énergie. On a donc eu un énorme choc sur l'offre, et c'est ces goulots un peu d'étranglement sur l'offre et ces prix aussi, donc des coûts de production qui génèrent l'inflation d'aujourd'hui. Mais cette inflation d'aujourd'hui, dans certains pays, se traduit aussi aujourd'hui par une inflation un peu de second tour, c'est-à-dire une hausse des salaires. Voilà un peu pour les deux dynamiques un peu différentes de l'inflation. Alors, juste un petit mot sur le prix des matières premières et en particulier de l'énergie. Ce ne sont pas des prix qui se fixent par l'offre et la demande. Ce ne sont pas des prix, ce qu'on appelle le comptant.
Si on prend le prix du pétrole, eh bien, le pétrole est échangé une quarantaine de fois avant d'être livré. Ce sont des prix, ce qu'on appelle futures, qui sont déterminés sur les marchés dérivés et non pas sur les marchés au comptant. Et quand on a des prix fixés par les marchés dérivés, eh bien, on a des prix qui sont entièrement des prix d'anticipation. On anticipe l'offre, on anticipe la demande. Et donc, comme on avait anticipé une reprise après le Covid, très forte anticipation de la demande, et puis une anticipation de la chute de l'offre avec la crise de l'Ukraine, eh bien, évidemment, les prix ont très, très fortement monté, alors qu'en fait, on constate qu'en termes d'offres et de demande de consommation, on n'est pas si déstabilisé que ça. Donc, on a effectivement toujours ce qu'on appelle une surréaction dès que les prix sont fixés sur des marchés futurs et non pas sur des marchés comptants. Et donc, les prix de marché ne sont pas des prix non plus qui sont des prix réels, il n'y a pas de réalité là-dedans. Par exemple, d'ailleurs, la fixation du gaz est très largement indexée sur la fixation du pétrole, alors qu'on n'a pas du tout la même rareté et les mêmes coûts de production. Donc, c'est aussi largement des prix conventionnels. Mais là, à nouveau, eh bien, sur les marchés étant des marchés à nouveau qui anticipent les prix futurs et qui prennent des contrats sur le futur pour se protéger contre les variations, on a eu tout de suite dans le prix du marché aujourd'hui, eh bien, des anticipations très inquiétantes du futur. Ces anticipations sont en train de s'inverser très fortement. Et donc, les prix reviennent à des logiques beaucoup plus calmes, qui peuvent d'ailleurs parfois être surexagérées. Alors, un petit mot sur le troisième point, sur les problèmes d'inégalité. Évidemment, il y a autant d'inflation qu'il n'y a de consommateurs. Si, par exemple, vous êtes quelqu'un qui n'a pas de voiture et qui vous chauffez au bois, eh bien, le coût du pétrole et du gaz ne va pas vous toucher, ou pas directement, indirectement, mais pas directement. Si vous allez essentiellement dans vos loisirs au restaurant et au cinéma, bah, c'est le prix du restaurant et du cinéma qui va vous impacter. Chaque consommateur a son propre panier de consommation et donc il n'y a pas d'inflation qui serait absolument identique pour chacun. Donc, évidemment, le ressenti est par définition différent de l'inflation calculée parce que, de toute façon, ce n'est plus qu'un ressenti, c'est que personne n'a le même niveau, je dirais, de sensibilité au prix. Donc ça, c'est très important à comprendre. Globalement, quand on fait des indices de prix aux consommations, on prend un couple avec 2 enfants dans une ville moyenne. Voilà. Mais ça ne traduit pas obligatoirement le pouvoir d'achat d'un couple qui aurait 3 enfants dans le monde rural ou d'un célibataire à Paris. C'est des choses très, très différentes. La CGT, par exemple, mesurait un indice qui correspondait à un couple d'ouvriers en banlieue parisienne avec 3 enfants et on avait des différences tout à fait notables. Donc, c'est normal qu'on ait des ressentis différents. On va être très sensible à certains prix. Et en plus, il y a des logiques psychologiques là-dedans. Ce qu'on paye en cash avec du liquide, eh ben, on sera plus sensible que des fois des prix qui sont des abonnements que l'on ne voit pas augmenter et qui augmentent. Alors, au-delà de ça, ce qu'on constate, c'est que le monde rural est évidemment aujourd'hui beaucoup plus touché que le monde urbain, parce que le monde rural est souvent beaucoup plus dépendant de la voiture. Là aussi, ça ne sert à rien d'envoyer un prix signal pour arrêter de rouler en voiture, puisque ce sont qui n'ont pas le choix. Donc, le signal n'est pas toujours quelque chose qui est efficace. Ça peut être, bon, voilà, si vous habitez à Paris, de toute façon, pas besoin d'envoyer un signal sur le prix de l'essence, puisque vous utilisez des transports en commun, mais dans le monde rural, ce n'est pas possible. Donc, là aussi, on a beaucoup de gens qui finalement subissent ces prix. Et plus on est dans le monde rural, plus on est entre guillemets modeste, voire même pauvre, plus on est finalement victime de ces prix et on a une grande difficulté à y échapper. Donc ce qu'on constate, c'est que le monde rural est plus touché, qu'on constate aussi que les gens les plus modestes sont plus touchés, simplement parce que dans leurs revenus, ils vont consommer plus que les gens qui ont des revenus très importants, qui vont épargner une partie de ces revenus. Donc, ils vont avoir dans leur salaire une partie beaucoup plus importante contaminée par cette inflation à la consommation. On constate aussi que l'inflation va toucher plus les jeunes quand ça touche le logement, et c'est le cas un peu aujourd'hui. Ça va toucher plus les personnes âgées quand c'est plus des questions des fois liées à la nourriture. Donc, on voit que l'inflation, évidemment, a des
des impacts en termes égalitaires très différents. En conclusion, je dirais que l'inflation touche essentiellement les gens modestes et ruraux aujourd'hui et beaucoup moins les gens aisés et urbains. Et donc, ça, il faut en tenir compte. Et je rajouterais qu'en Europe, bien évidemment, les pays de l'Est qui étaient très dépendants de l'énergie russe sont beaucoup plus touchés que des pays comme la France où l'énergie est nucléaire et donc ou en partie nucléaire, et donc en partie finalement peu sensible au choc direct, ou moins sensible en tout cas, au choc direct. Donc là aussi, ceci explique cela. On rajoute que tout ce qui a été le bouclier, dont tu as expliqué dans la première intervention, a permis évidemment de ne pas rentrer l'inflation aujourd'hui dans les prix, parce que c'est l'État qui a pris en charge, pour pas loin de 100 milliards, ces coûts. Mais évidemment, il faudra bien un moment les arrêter, et donc l'inflation sera sans doute plus lissée dans le temps, mais le lissage permettra peut-être d'éviter une indexation des salaires au prix qui aurait entraîné une dynamique, comme on le voit en Allemagne aujourd'hui, avec des hausses de salaire de plus de 20% qui génèrent ça. Et je terminerai en 2-3 minutes sur la lutte contre l'inflation. En général, on considère que c'est la politique monétaire qui en est en charge. On a beaucoup reproché aux banques centrales d'avoir créé beaucoup de monnaie après la crise de 2008. C'est un faux reproche, parce qu'en fait, tout ce qu'on a appelé quantitative easing, ces politiques des banques centrales, c'est essentiellement de la création de monnaie banque centrale et non de monnaie qu'on utilise, nous, agents économiques, entreprises, ménages, pour consommer. Ce n'est pas la même monnaie. La monnaie banque centrale, c'est une monnaie qui est seulement utilisée par les banques et pas par les ménages. Donc, finalement, ce gonflement énorme du bilan des banques centrales ne s'est pas du tout traduit par un gonflement de la masse monétaire. Donc, l'inflation est bien liée par les coûts de production, par le coût de l'énergie. Aujourd'hui, on estime autour de 40% l'impact de l'énergie en inflation, et non par ces politiques monétaires là. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, les banques centrales, évidemment, doivent, c'est leur mandat, lutter contre l'inflation. C'est même le mandat prioritaire de la BCE. Et donc, elles haussent tous leurs taux d'intérêt. Cette montée du taux d'intérêt a pour but de calmer l'économie, de faire que l'argent coûte plus cher pour qu'il y ait moins de crédit, moins de dynamique économique, moins de demande, et freiner, évidemment, du coup, les pressions, y compris sur l'énergie, par une baisse de la production. Mais on voit bien que cet instrument n'est pas obligatoirement parfaitement adapté à une hausse du prix du pétrole dont l'explication est avant tout géopolitique. Donc, ce n'est pas en montant le taux d'intérêt que ça va changer, évidemment, l'arrivée du pétrole ou du gaz venant de Russie. Voilà un peu ce qu'on peut dire, et je vais m'arrêter là sur l'ensemble un peu donc, des deux interventions de Marc-Alexandre et de Damien, ce qu'on voulait dire. On voit que l'inflation, c'est donc un phénomène de retour, après une longue période où on avait oublié ce problème. On pense que ce retour sera beaucoup plus court dans les années 70, donc ce sera plutôt un épisode de 2-3 ans, mais pas aussi long. Mais évidemment, et je terminerai par là, quand on est soumis à des chocs et à l'incertitude, et c'est la base de l'économie, comme le Covid, comme une guerre comme en Europe avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et bien ça, les économistes n'ont pas grand-chose à dire là-dessus parce que ça leur échappe largement. Et on voit bien qu'aujourd'hui, une bonne partie des problèmes de l'inflation viennent de chocs sur lesquels les économistes n'avaient, et non, en gros, pas grand-chose à dire. Merci. Merci beaucoup, Edwin. Je vous propose maintenant qu'on passe à la phase des questions. Donc, vous pouvez toujours poser vos questions et réponses dans l'onglet prévu à cet effet en bas de votre écran. Je vous communique les questions et vous, les intervenants, vous répondez voilà, selon votre appétence. Une personne peut répondre ou les trois peuvent répondre. Alors, la première question qui nous a été posée. L'inflation est souvent un phénomène subi et on attend en réaction un État protecteur. Mais le problème n'est-il pas le manque d'anticipation des acteurs de droit dans la réflexion autour des règles juridiques? Pour le cas de l'énergie, par exemple, RTE Enedis alertait sur les risques liés à la libération du marché, aussi bien sur la gestion des finances que géopolitique. Donc voilà, est-ce qu'il n'y avait pas moyen d'anticiper cela? Je vais peut-être me porter volontaire. J'ai l'impression que le sujet, l'exemple en question me parle un peu. Donc, alors je ne sais pas si le problème, c'est le manque d'anticipation dans la réflexion des règles juridiques par les acteurs de droit. Donc, je suppose que par acteurs de droit, peut-être que c'est notamment les universitaires, etc., qui réfléchissent aux règles juridiques, à anticiper, etc. J'ai l'impression que finalement, la réflexion qu'il y a pu avoir
sur l'anticipation des règles juridiques, là, les acteurs de droit étaient assez réactifs, assez présents. Et les exemples finalement utilisés, l'AREN, l'obligation d'achat, le montrent. Pourquoi? Je prends l'exemple de l'AREN. Rapidement, des critiques ont été formulées sur son caractère asymétrique, sur le manque de révision, etc. L'obligation d'achat, c'était la même chose. Rapidement, le caractère excessif de certains tarifs a été dénoncé par les acteurs de droit, etc. Donc, pas sûr que les acteurs de droit n'aient pas été au rendez-vous. De la même manière, pas sûr qu'on ait, un petit peu pour caricaturer, mais une boule de cristal nous permettant finalement d'anticiper. Alors, je caricature un petit peu, et par exemple, la guerre en Ukraine, évidemment, on ne pouvait pas l'anticiper. Pour autant, là où je peux partager un petit peu les idées qui ont été évoquées dans cette question, c'est que par contre, évidemment, on est sur un marché où la disponibilité du produit électricité, gaz et pétrole est tellement tendue que finalement, il était assez logique qu'une telle situation arrive à un moment donné. Bon. Alors, le problème est peut-être davantage politique. Voilà, ce n'est pas la faute des acteurs de droit, c'est la faute des acteurs politiques, on va dire. Blague à part, finalement, est-ce qu'il n'y a pas eu davantage un manque d'anticipation sur la construction européenne et la construction d'un marché de l'énergie et de l'électricité européen commun tourné vers une logique d'indépendance? C'est peut-être plutôt ça la question, et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Ça me fait penser un petit peu au propos de Mathéo, mais là, il y a une inflation d'idées, de propositions législatives sur des lois d'urgence pour accélérer sur les énergies renouvelables, pour accélérer sur le nucléaire. Et là, la deuxième question qui se pose, c'est est-ce qu'on fait bien les choses dans l'urgence? Je n'en suis pas sûr. Donc, la réflexion est peut-être de ce point de vue-là, surtout que je pense que là, la leçon à tirer peut-être de cet épisode d'inflation, c'est que l'énergie, ça nécessite une réflexion sur le temps long. Et là, on est en train de faire une réflexion, j'ai l'impression, sur le temps court. Je pense que la communauté juridique est mobilisée justement pour souligner ce problème et pour dénoncer les éventuels problèmes qui se posent avec les nouvelles règles qu'on propose. Donc voilà, c'est ma réponse. Alors, l'économiste a peut-être aussi un petit point à dire. Moi, je pense qu'il y a une vraie responsabilité de l'idéologie libérale qui s'est imposée depuis les années 80. C'est-à-dire qu'on a beaucoup cru que le marché était le lieu parfait de l'adaptation au choc et que le marché ferait toujours mieux quelque part que l'État. C'est la phrase de Reagan, l'État n'est pas la solution, l'État est le problème. Et je crois que cette véritable idéologie, puisqu'on l'a vu un peu s'imposer partout, est clairement assez problématique sur ces questions parfois de prix et d'énergie notamment. Bien évidemment, comme je l'ai dit, l'économiste et nous et l'entrepreneur et tout le monde est soumis à une incertitude radicale. Personne n'avait vu le Covid, ce choc d'offre, personne n'avait vu l'attaque géopolitique et donc le choc géopolitique. Donc ça, c'est évident. Mais par exemple, si on prend avec la Russie, en tant que producteur, voulait beaucoup des contrats très longs, des contrats 10 ans, 15 ans, et y compris des contrats en euros. Voilà, les contrats en euros. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur des États-Unis, ils avaient peur du dollar roi, et donc, alors que jusque-là, l'énergie était entièrement fixée en dollars. Et l'Europe a signé pas mal de contrats en euros, mais régulièrement, la réponse des Européens, c'est dit on ne veut pas de contrats longs, on préfère avoir des contrats courts qui respectent la logique de marché. Ça nous a servi dans un premier temps quand les prix étaient plutôt à un moment à la baisse, notamment à cause de la crise de 2008, mais ça nous dessert aujourd'hui très clairement. Et l'avantage des contrats longs, c'est qu'on arrive à lisser. Donc, il y a un moment où, quand on est sur des choses comme l'énergie qui renvoient vraiment à des dynamiques de long terme, souvent on constate que le marché là, est moins efficient que des régulations de plus long terme. Le marché est toujours meilleur quand on est sur des choix et des arbitrages et des dynamiques structurelles de court terme, mais beaucoup moins quand c'est sur du long terme. Et là, clairement, on a fait des erreurs. Typiquement, le nucléaire, c'est pareil. Centrale nucléaire, ça prend 40 ans, 20 ans à produire, à fabriquer, 40 ans ensuite à utiliser, etc. C'est du temps extrêmement long. Là, le marché n'est pas du tout capable de gérer cela. Et il est clair que quand, par exemple, Areva et
les producteurs énergétiques ont finalement, à un moment, privatisé cette filière nucléaire, notamment la production des cœurs en acier, ben aujourd'hui, on a perdu la technologie. On ne sait plus faire un acier qui n'a pas des fentes dedans. Et ça veut dire que aujourd'hui, quand on voit les nouvelles centrales, on n'arrive pas à les mettre en marche depuis 10 ou 15 ans parce qu'il y a des fentes dans ces cœurs d'acier. Et alors qu'on savait très bien le faire jusqu'en 2001-2002. Puis en 2002, on a licencié les vieux, on a privatisé, on a perdu cette technologie. Et aujourd'hui, en gros, il n'y a plus que les Japonais qui seraient capables de le faire. Et donc, on a une dépendance aujourd'hui que l'on s'est imposée. Donc là, à nouveau, et je termine par 2 autres exemples. La logique, ça a été aussi la logique du stock zéro. Moi, j'enseigne des fois aux écoles de commerce. On a dit le stock zéro, c'est idéal. Et en termes de coût, c'est idéal, il n'y a aucun problème. Sauf qu'on voit bien quand on est en stock zéro et qu'on se prend quelque chose comme le Covid ou qu'on prend un choc géopolitique, ça nous finit par nous coûter beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, je pense que revenir avec des logiques où on va avoir des stocks tampons pour éviter les chocs, parce que si vous n'avez pas, par exemple, de réserve énergétique forte, on en a, heureusement, on n'en a pas assez, on voit qu'on n'a pas assez de gaz en France pour simplement un hiver. Eh bien, si on n'a pas ces réserves-là, on va être soumis à des chocs de marché qui sont très forts, dont je vous rappelle en plus qu'aujourd'hui, ce n'est même pas un prix d'offre et de demande, mais c'est des prix futurs, c'est des prix futurs, donc c'est des prix qui finalement anticipent la peur, qui anticipe, et les peurs qui sont justifiées aujourd'hui, c'est-à-dire on est en incertitude. Si on demande qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois, c'est très, très compliqué. Donc cet ensemble de choses qui ont été, ou d'instruments qui ont été développés, ont plutôt accentué aujourd'hui cette sensibilité des prix au choc. Juste pour ajouter une toute petite remarque, je pense que la question de l'anticipation, elle vise pas seulement, ou en tout cas pas spécialement les acteurs juridiques. L'anticipation, le long terme, ça relève surtout de l'acteur politique. Lui, le juriste, il est là pour traduire des choix techniques. Donc, on peut difficilement reprocher aux juristes d'avoir mal anticipé. Et puis même aux acteurs politiques, le droit, son propre, c'est presque toujours d'avoir un temps de retard et d'arriver en réaction. Alors, idéalement, le bon droit, c'est celui qui va prévoir, qui va anticiper, mais ça reste quand même largement utopique. Et puis, deuxième élément de réponse, l'État, il n'a pas forcément la main, il n'a pas forcément les outils non plus pour maîtriser l'inflation. Il y a beaucoup d'éléments qui ne dépendent tout simplement pas de lui. Et puis, il y a ensuite une superposition d'échelons. Il y a par exemple l'Union européenne qui a la maîtrise de la monnaie. Donc l'État, on peut difficilement, je trouve, sur ce coup-là, lui reprocher son manque d'anticipation. Alors, je vais passer à la deuxième question. Elle a été posée pendant l'intervention d'Edwin, donc peut-être en réaction. Y a-t-il un réel intérêt économique à cette suranticipation? Est-il déjà arrivé qu'une de ces anticipations a été faite à tort, pardon? Oui. Alors, très souvent, les anticipations, comme on est face à une incertitude radicale, on se trompe. Un exemple plus drôle, pas pour tout le monde, mais ça a été pendant la crise Covid. On est justement à la fin des années de 2019, début 2020, à un moment où on pense que la crise de 2008 est terminée et que la croissance repart, et c'est ce qu'on constate aux États-Unis. Qui dit croissance dit énergie. Donc, les gens achètent largement de l'énergie, donc du pétrole, notamment, et c'est souvent des contrats 6 mois. Donc, ils ont acheté fin 2019, début 2020, des contrats 6 mois. Et dans ce cas-là, eh bien, ils se font livrer des centaines de milliers de tonnes de pétrole à 6 mois avec un contrat, et ils ont ces contrats. Le problème, c'est que ceux qui achètent ces contrats, ils n'ont même pas un jerrycan de 10 litres pour récupérer les 100 000 tonnes. Ce qui veut dire qu'ils vont revendre ces contrats quand le bateau est en route. Quand le bateau arrive devant le port, ils peuvent encore le faire tourner une petite semaine en Méditerranée avant qu'il arrive au port, mais il y a un moment, il faut qu'il y ait un pétrolier qui leur dise « je vous prends les 100 000 tonnes ». Et comme avec le Covid, plus un avion ne volait, plus un camion ne roulait pratiquement à partir de mars-avril 2020, et que les bateaux, eux, qui avaient été commandés 6 mois avant, sont arrivés devant les ports, ils ont dû trouver un moyen de se débarrasser de ce pétrole qu'ils avaient acheté assez cher parce qu'ils pensaient que le prix monterait. Et le prix du pétrole est descendu en négatif, à moins $20 le baril. Donc, on a vu des gens payer $20 pour se débarrasser d'un baril de pétrole. Bon, alors évidemment, pour nous, consommateurs, c'était excellent. Pour l'État, c'était excellent. Mais évidemment, pour les spéculateurs qui avaient pensé qu'il y aurait un boom de la demande et qui sont dû payer $20 pour se débarrasser de leur cargaison, parce qu'à un moment, le capitaine du bateau dit « moi, j'ai une autre demande,
viande. Et donc, il faut me débarrasser de la cargaison. On voit bien que les anticipations surréagissent souvent des phénomènes qui n'ont pas été prévus. Et je comprends bien que les gens qui avaient anticipé n'aient pas prévu le Covid. Personne n'avait prévu que fin février, fin mars, on allait confiner. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Donc, on voit bien que ce n'est pas parce qu'ils ont été bêtes, idiots, pas du tout, c'est pas tout ce que je dis. Simplement, ils n'ont juste pas prévu quelque chose d'exceptionnel qui fait que tout d'un coup, la demande s'était chutée. Donc, ça arrive très souvent. Une autre question. Je vais terminer en 1 minute pour dire une chose de positif. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est aussi pour lisser les revenus des producteurs. On a commencé ça avec les agriculteurs. Donc, les agriculteurs produisent du blé. On peut avoir des récoltes qui sont bonnes ou mauvaises. Et souvent, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que l'agriculteur va vendre dès le mois de février la récolte qui va arriver au mois d'août. L'avantage, c'est qu'il a déjà vendu une récolte à un prix donné. Si la récolte est meilleure, ça va être au profit de celui qui a récupéré la récolte. Si la récolte est moins bonne, c'est lui qui paye. C'est une forme d'assurance. Donc, ces prix à terme ont quand même un avantage, c'est que c'est un marché de l'assurance. Mais on voit bien que pour un qui s'assure, sur les marchés, on a en gros 9 ou 10 qui spéculent. C'est à peu près 95% de transactions plutôt spéculatives, c'est-à-dire de gens qui ne sont pas directement, eux, producteurs ou demandeurs, pour 5% de gens qui s'assurent. Donc, c'est un marché utile, mais un marché de l'assurance qui reste évidemment minoritaire. Alors, une autre question. Lors des précédents épisodes d'inflation, avez-vous des exemples de mesures qui ont permis de réduire l'inflation ou de protéger les ménages, ou au contraire, des mesures qui ont aggravé le problème? Je peux répondre d'un point de vue économique, mais il y a quelque chose qui a été pris dans les années 70, très classique, c'était le blocage des prix. On bloquait les prix, c'est-à-dire l'État fixait les prix et empêchait que l'inflation donc ne bouge les prix finaux. Ça ne marche pas bien, puisque ça a été dit, il y a des dynamiques derrière qui sont des dynamiques de prix de production, de coûts de production, de marché. Et donc, ça marche des fois sur des temps très courts, ou ça peut marcher sur certains marchés qui ont été déstabilisés par un choc, parce qu'on va essayer de gérer par justement des stocks, etc. Mais globalement, les systèmes de blocage des prix qui ont souvent été faits n'ont pas marché, et surtout quand ils durent un peu longtemps. Ça peut marcher sur 2 mois, 3 mois, etc. Donc voilà typiquement les mesures qui ont souvent été prises et qui ont été relativement peu efficaces. Les mesures qui ont été souvent efficaces, on peut parler de ce qu'a fait Macron là, c'est d'essayer effectivement de prendre en charge un coût comme le coût de l'énergie pour que finalement ça ne se traduise pas par une demande salariale ou une demande de hausse du prix des salaires pour compenser l'inflation, qui fait qu'ensuite on rentre dans une spirale prix-salaire qui risque de recréer des dynamiques inflationnistes plus fortes. Parfois, c'est mieux de dire « Ok, je vous prends ça en charge ». Pourquoi? Parce que l'État a la capacité de gérer peut-être sur 2, 3 ou 4 ans un choc dont on estime que là, il va plutôt durer 6 mois. Donc, à nouveau, c'est de la gestion temporelle. Mais si le coût de l'énergie monte pendant 3 ans, ça ne pourra pas le faire. Donc là, à nouveau, c'est de dire, je pense que l'énergie, et à mon avis, le pari n'est pas totalement faux, puisqu'on voit le prix de l'énergie aux États-Unis qui est déjà en dessous d'avant la crise de l'Ukraine. Donc, on peut penser que le prix de l'énergie ne monte que 6-8 mois. Dans ce cas-là, l'État lisse cette hausse en la prenant en charge, et puis lui, il va gérer le coût sur 2 ou 3 ans. Là, ça peut marcher, mais si ce sont des vraies dynamiques de coûts de production, ça ne marche pas. Moi, je voudrais donner un autre exemple, toujours sur cette période que vous évoquiez, c'est la période des années 70. Et là, peut-être justement pour essayer d'anticiper des réflexions sur les règles à venir, pour montrer qu'il faut peut-être apprendre de ce qu'on a fait et de ce qui a marché. 2 choses ont a priori marché face à la crise de l'énergie liée au choc pétrolier. La première, c'est que cette idée de maîtrise de la demande, etc., elle est justement née dans les années 70 lorsqu'il y a eu un choc pétrolier. On retrouve d'ailleurs ce discours aujourd'hui. Ça fait partie des mesures qui ont permis de limiter les effets de ce choc pétrolier. Donc, on peut espérer que le discours sobriété qu'a le gouvernement à l'heure actuelle fonctionne de la même manière. La deuxième mesure, mais cette fois-ci qui s'inscrit dans le temps long, ça a été de construire des centrales nucléaires. Il ne faut pas l'oublier. Le fait d'avoir construit des centrales nucléaires, le plan Mesmer, né dans les années 74, il part justement de ce constat que ce choc, cette inflation qu'on a vécue, elle est liée en fait à notre dépendance à un produit extérieur sur lequel on n'a pas la main.
Donc, l'idée a été la suivante, construisons des réacteurs pour limiter notre dépendance à ce produit et donc pour limiter la hausse des prix qui résulterait d'une pénurie de ce produit. Donc là, du coup, et là, on voit justement que la logique du gouvernement d'accélérer sur les énergies renouvelables et les futurs réacteurs nucléaires, c'est précisément de sécuriser notre approvisionnement futur pour que on soit moins dépendant du coup d'une éventuelle inflation d'un produit dont on ne dispose pas. Alors une question peut-être plus pour Mathéo qui reprend l'exemple de l'université de Strasbourg qui ferme ses portes. Est-ce que cette fermeture n'est pas en contradiction avec le principe du service continu des services publics et comment est-ce possible qu'une telle mesure soit mise en place? Est-ce que c'est une mesure directement contraire au principe de continuité? C'est une question délicate. A priori, on peut répondre que oui. Mais si on se place du point de vue de l'université, elle va vous dire que la continuité des services, elle est bien assurée. En réalité, il y a un service qui est continu, mais seulement dégradé. Dégradé pourquoi? Parce que l'université va continuer de faire des cours en visioconférence, parce que les centres de recherche vont continuer de faire de la recherche, mais ils vont télétravailler. Donc, bien sûr que ça heurte le principe de continuité. Tout le problème est de savoir dans quelle mesure. Et le juge administratif, je l'ai dit, a une approche plutôt mesurée des effets juridiques de ce principe de continuité, c'est-à-dire qu'il va prendre en compte tous les aléas qui peuvent s'imposer à l'autorité gestionnaire du service public. À ce moment-là, on peut se dire que le juge administratif va prendre en compte l'inflation et moi, ça m'étonnerait que le juge administratif puisse finalement sanctionner l'université pour une fermeture qui, on le rappelle, est une fermeture d'une semaine et en plus qui n'est pas une fermeture totale, puisque l'université reste ouverte à distance, si on peut dire. Alors, une autre question. En Belgique, les salaires sont indexés sur l'inflation. Il n'y a pas de boucle prix-salaire. Quid du working paper du FMI qui démontre que la boucle ne se vérifie pas en pratique? Question à l'économiste. Alors, la Belgique est effectivement souvent présentée comme un pays avec une forte indexation, alors que la France, depuis 1983, nous étions un pays en totale indexation avant 1983. La rupture en France, c'est 1983, avec l'arrivée donc du gouvernement Fabius, qui a cassé la désindexation. Pour une raison simple, c'est qu'en France, on était effectivement on avait un vrai problème de compétitivité, et donc l'idée était de gagner de la compétitivité, et donc la désindexation permet effectivement ce qu'on appelle une meilleure compétitivité par finalement la baisse du coût de production. Si le prix du travail va moins vite en France qu'en Belgique, eh bien, les produits français seront plus compétitifs que les produits belges, toutes choses étant égales par ailleurs. Alors, il y a du vrai dans les deux, mais si j'ai regardé, ça tombe bien, j'ai un peu regardé la situation en Belgique et la situation en France, on s'aperçoit que le pouvoir d'achat en Belgique n'a pas été mieux protégé avec l'indexation qu'en France. Ils ont même des plutôt moins bons résultats que nous. Ce qui veut dire que l'indexation n'est pas la solution miracle au maintien du pouvoir d'achat. Alors, pour plusieurs raisons. Typiquement, on le voit bien aujourd'hui, on a une inflation qui vient beaucoup du prix de l'énergie, qui est fixé en dollars, donc qui vient en fait d'un taux de change. On voit bien que le dollar qui avait monté fortement depuis un an par rapport à l'euro, on était à 1,18 encore il y a un an et demi, on est descendu à 1 euro. Eh bien, c'est cette énorme baisse, je dirais, d'à peu près 15% de l'euro, s'est traduit par une hausse automatique de l'énergie de 15%. Donc, on voit bien qu'il y a dans l'inflation une logique de taux de change. Or, dans cette logique de taux de change, souvent, quand les coûts de production ne montent pas, qu'on n'a pas d'indexation, on maintient mieux finalement son taux de change que les autres pays. C'est d'autant plus vrai en zone euro qu'aujourd'hui, on ne peut plus dévaluer le franc par rapport au franc belge, le franc français au franc belge, ou qu'on ne peut plus dévaluer le franc français par rapport au Deutschmark. Donc aujourd'hui, finalement, c'est par le salaire, même si ça fait assez mal, le salaire réel, qu'on arrive à modifier finalement le taux de change, je dirais, de l'euro en termes réels dans chaque pays. Donc, c'est très important d'avoir cette variable aujourd'hui, puisqu'on est en monnaie unique, et cette variable nécessite de ne pas, en général, avoir un ancrage trop fort. Et on constate qu'effectivement, des pays généralement qui ont cette... et c'est un peu ce qu'avait dit l'économiste Keynes, c'est que finalement, le salarié
sera toujours un temps de retard. Pourquoi? Parce que s'il y a indexation, il demande une hausse des salaires, mais finalement, les prix sont fixés par les entrepreneurs. Et donc, s'il y a les hausses de salaires qui augmentent, les coûts de production augmentent, l'entrepreneur va augmenter sa marge, maintenir sa marge en pourcentage, mais sur un taux de salaire plus élevé, les prix augmentent. Et in fine, la hausse des salaires essaye de rattraper les prix, c'est la fameuse spirale, mais sans jamais le rattraper. Donc, ça ne protège pas vraiment. Il y a un moment, il faut mieux casser cette dynamique et avoir une stabilité du coût de production en termes de salaire. Et donc, aujourd'hui, le vrai problème pour maintenir le pouvoir d'achat des travailleurs, ce n'est pas l'indexation, qui, à mon avis, est un faux problème, enfin, surtout une fausse solution et un piège, c'est évidemment de remodifier le partage de la valeur ajoutée. C'est que dans les années 70, le travail était en position de force et c'était les profits qui finalement étaient la variable d'ajustement, alors qu'aujourd'hui, on constate que les profits sont constants, dans une approche qui est beaucoup plus financiarisée du capitalisme, et que c'est finalement le travail qui va faire la variable d'ajustement. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui est très injuste, puisque une bonne partie de ce pouvoir d'achat va réduire pour maintenir les profits. C'est donc contre cette logique de répartition-là qu'on peut agir par des politiques économiques, et c'est ce qui permettrait d'augmenter le pouvoir d'achat du travail sans que ça passe par une indexation qui, là, nous poserait de grands problèmes dans un système de type euro en monnaie unique à 19. Donc, pour moi, l'indexation en France serait vraiment un gros problème, mais en revanche, derrière, il y a d'autres solutions à mettre en place qui sont une nouvelle politique de répartition en Europe en général et en France en particulier. Et la Belgique, donc, n'est pas malgré ça. Et deux dernières choses, ce n'est pas totalement vrai quand on dit qu'en France, il n'y a pas d'indexation puisque le SMIC est indexé. Et donc, il y a quand même une indexation par le SMIC qui a tendance à contaminer ensuite les autres revenus. Et en Belgique, l'indexation est limitée à des taux maximum d'indexation, ce qui fait que quand l'inflation est très forte, il y a aussi des protections, ce qui fait qu'on ne peut pas en plus totalement opposer le modèle français au modèle belge. Et on va terminer par une dernière question qui s'aventure sur des terrains écologiques. L'inflation permet-elle de décarboner la planète? Écologie et inflation sont-ils compatibles? En général, l'inflation, enfin, tous les phénomènes d'inflation ont permis d'arriver à une amélioration de l'environnement et donc des exigences écologiques. En revanche, là où je pense que la question va peut-être dans ce sens-là, je me trompe peut-être, j'espère pas, mais c'est que la crise que nous vivons, effectivement, est susceptible d'accélérer la transition énergétique et donc par ricochet la transition environnementale, les exigences écologiques, etc. Pourquoi? Pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer avant, c'est-à-dire que on dépend d'un produit qui est par définition carboné, dont l'Europe ne dispose pas, et donc ça implique pour que ce genre d'événement ne se produise plus, que l'on aille vers une décarbonation de notre mix énergétique, et donc on passe par des solutions alternatives telles que les énergies renouvelables, la maîtrise de la consommation, qu'on accélère également sur le stockage, etc., que les consommateurs deviennent des acteurs investis dans la transition énergétique. Donc, en l'espèce, cette inflation-là, oui, je pense, et c'est mon avis, elle est de nature à favoriser le renforcement des exigences écologiques. Toutes les autres, je ne sais pas. Moi, je ferai peut-être une non-réponse en 30 secondes. C'est une question très, très complexe, extrêmement intéressante, mais très complexe. Les économistes sont très divisés là-dessus. Moi, personnellement, je suis assez mitigé sur l'impact positif. Bien sûr que la hausse du prix des énergies carbonées devrait faire de la substitution positive, etc. Le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas de substitution énergétique qui nous coûte moins cher. Voilà. Même si on prend le nucléaire et qu'on intègre dans le nucléaire toute la post-production, c'est-à-dire le fait de pouvoir démembrer une centrale, la gestion de ses coûts post, etc., on s'aperçoit qu'on a un coût énergétique aussi extrêmement élevé. Donc, le problème, c'est qu'on n'a pas pour l'instant une solution énergétique qui est vraiment plus rentable. Si je prends par exemple les voitures électriques qui devraient remplacer les voitures à essence, eh bien, en Allemagne, les voitures électriques utilisent un mix électrique qui est très carboné et au bout du compte, eh bien, le choc en termes de CO2 est plus élevé parce que d'abord, il faut changer les voitures, donc il y a un problème aussi de renouvellement. On est en train de faire de l'obsolescence programmée par des changements de voitures avec des voitures qui roulaient très bien. Et produire une voiture électrique, c'est un coût carboné colossal.
Et quand on calcule en termes de cycle de vie le produit total de la voiture électrique, moi, c'est pas moi, mais j'ai des thésards physiciens qui ont travaillé avec nous et qui essayent de travailler ça. Leur conclusion, c'est que par exemple, une voiture électrique est infiniment plus carbonée in fine qu'une voiture thermique aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on fait des solutions qui semblent être des modèles décarbonés, mais qui ne me semblent pas toujours une véritable solution. Donc, j'en dirai pas plus. J'espère, j'aimerais que oui, mais pour l'instant, je suis beaucoup moins optimiste que cela. À part ce qui a été dit avant, c'est que ça peut-être nous faire des économies. Et ça, les économies d'énergie, c'est toujours une bonne chose. Mais pour avoir à nouveau, comme je vous l'ai dit, suivi la courbe consommation énergétique, pour l'instant, est exactement calée. Alors, ça dépend de l'énergie, mais toute l'énergie ensemble à celle du PIB. Le numérique, par exemple, nous fait consommer autant que l'économie non numérique. Donc, croire, par exemple, qu'avec la numérisation, on va moins consommer d'énergie, c'est un non-sens. Au contraire, l'énergie numérique fait consommer autant que ce qui n'était pas numérique. Donc là aussi, un gain qu'on a espéré il y a 10 ou 15 ans, voilà, on va plus à construire des CD, on va juste se transférer des petits fichiers et puis c'est réglé. Au bout du compte, le transfert des fichiers consomme autant que fabriquer un CD, voire plus. Alors, je vois qu'une dernière question est arrivée et ensuite on arrête là. Au Maroc, les prix sont actuellement très élevés alors que les salaires restent stables. Ma question, quelles sont les causes de ce déséquilibre entre les prix et les salaires et quelles sont les mesures que le gouvernement doit mettre en place pour réaliser cet équilibre? Bon, l'économiste, là, ne va pas résoudre en 30 secondes la question du Maroc. Espérons peut-être qu'ils battent la France à la Coupe du Monde pour redonner du moral effectivement, on s'aperçoit, blague à part, que les pays émergents souffrent beaucoup plus que nous. Pour une raison que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'ils sont très dépendants de leurs importations au dollar, qu'aujourd'hui, il y a une très forte hausse du dollar, qu'en plus, le dollar, pour des politiques de lutte contre l'inflation aux États-Unis, eh bien que la Federal Reserve, la Banque centrale américaine, monte fortement les taux d'intérêt. Cette montée des taux d'intérêt dans la zone dollar fait que les monnaies des pays périphériques et des monnaies, je dirais, secondaires, eh bien, sont attaquées. Et comme ils importent énormément de biens en dollars, eh bien, il y a une montée très forte du prix de l'importation. Cette montée du prix des importations font que leur déficit commercial a tendance à se creuser, ce qui attaque leur monnaie. Comme leur monnaie est attaquée, eh bien, ça renforce encore le prix d'importation et ils rentrent dans une spirale, hausse de l'inflation, hausse du déficit extérieur, perte de confiance dans la monnaie. Ils peuvent des fois s'en sortir en montant les taux d'intérêt à des niveaux astronomiques, ce qui tue l'économie et ce qui aggrave le problème. Bon, alors, le Maroc, c'est encore moins grave qu'un pays comme la Turquie, 85% d'inflation aujourd'hui, effondrement absolument de la valeur de la monnaie. Le Liban, j'en parle même plus, la monnaie a quasiment disparu, tout se fait en dollars. Et donc, aujourd'hui, les pays émergents souffrent beaucoup et malheureusement, ils vont encore souffrir beaucoup parce que le dollar va encore faire monter son taux d'intérêt, enfin la Fed, et donc le dollar aujourd'hui a ce qu'on appelle une flight to quality, tous les capitaux partent aux États-Unis, y compris les capitaux des pays émergents, et donc il est très difficile pour un pays ou un gouvernement marocain de lutter contre des tendances qui lui sont très largement extérieures. Voilà. Désolé de faire une note pas très optimiste. Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut conclure sur cette note. Je tiens à remercier tout d'abord le public de nous avoir suivis et d'avoir posé ces questions intéressantes. Je remercie bien évidemment nos 3 intervenants pour leur intervention très intéressante. Et je remercie aussi Clémence Boineau du département d'ETS pour l'organisation de ce webinaire. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous ai mis les liens dans la discussion. Le département de Changes et le département d'ETS possèdent un Twitter, un LinkedIn et une page YouTube sur laquelle sera reversée la vidéo de ce webinaire. Et avant que vous partiez, je fais la publicité pour les 2 prochains webinaires, celui d'abord du département d'ETS en janvier, le 24 janvier, sur la crise économique, comment résister. Et en février, le département de Changes présentera un webinaire sur les fake news et la désinformation. Toutes les informations seront sur le site internet des départements. Mais écoutez, je vous remercie et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci à vous. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée à tous.
Merci à vous.